Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine bi-hebdomadaire Israël au cœur du Moyen-Orient, consacré depuis le début de la crise du coronavirus aux conséquences et aux implications de cette pandémie sur la région, avec comme focus aujourd'hui la situation en Iran. L'Iran est le deuxième pays le plus touché derrière la Turquie, avec plus de 80 000 malades déclarés, c'est un chiffre sans doute officiel qui est très loin des réalités. Et pour en parler avec nous depuis Paris, Michel Taubman. Michel, bonjour et shalom. Bonjour. Vous êtes journaliste et analyste et aussi ex-chef du bureau parisien de l'information sur la chaîne de télé franco-allemande Arte. Vous êtes aussi ex-rédacteur en chef de l'excellente revue Le Meilleur des Mondes. Et puis vous êtes à présent directeur d'ouvrage aux éditions de l'Archipel et éditorialiste aussi, éditorialiste politique sur la chaîne de télé I24 News. Et vous êtes aussi l'auteur, faut-il le dire, entre autres de plusieurs publications, dont un livre paru en 2009 aux éditions de Noël, en collaboration avec Ramin Parham, intitulé « Histoire secrète de la révolution ». Vous êtes très bien renseigné, vous êtes bien renseigné. De la révolution iranienne, voilà, oui, c'est pas le Mossad, mais c'est ce que j'ai pu obtenir de vous. Alors Michel, dans un article à paraître sous peu dans l'excellente revue Politique Internationale, vous venez d'écrire une analyse aussi passionnante que fort bien documentée, avec comme titre, sous forme de question, l'expression suivante, « République islamique ». Le compte à rebours, point d'interrogation. Alors, pourquoi ce titre? Est-ce à dire que le compte à rebours de ce régime s'annonce déjà? Il aurait déjà démarré avec la pandémie, selon vous? Alors écoutez, le compte à rebours a commencé avant la pandémie. Alors, c'est toujours facile de dire le compte à rebours, car on peut le dire pour beaucoup de régimes et pour beaucoup de situations. Mais c'est vrai que ce régime traverse une crise extrêmement profonde, bien antérieure à la pandémie et bien antérieure à la réimposition des sanctions américaines en 2018. Alors, il y a une crise économique extrêmement profonde qui est forcément aggravée par le coronavirus. Tout est aggravé par le coronavirus. Une crise économique extrêmement profonde, une inflation très forte, des salaires qui n'étaient pas payés dans beaucoup d'entreprises avant même le coronavirus. Et on se souvient en novembre des émeutes extrêmement violentes qui ont été déclenchées par l'augmentation du prix de l'essence et extrêmement violente, extrêmement réprimée, puisqu'il y a eu environ 1500 morts d'après les différents recoupements qu'on peut faire aujourd'hui. Au mois de novembre dernier, c'est cela? En novembre dernier, voilà. Donc c'est un pays qui traverse une crise économique, une crise sociale et aussi une crise politique, car d'après les estimations que je publie dans cet article, le régime est soutenu aujourd'hui par 20 à 30% de la population, c'est-à-dire ceux qui en vivent, ceux qui en sont les serviteurs et ceux qui ne pourraient pas survivre si le régime disparaissait. Je parle donc des gardiens de la révolution et de leurs familles, des miliciens bassidjistes qui font régner l'ordre, des fondations religieuses et de cette partie du clergé, car ce n'est pas tout le clergé, mais cette partie du clergé qui soutient le régime islamique. Alors, en ce printemps 2020, écrivez-vous au début de votre article, la fière République islamique a mis, dites-vous, un genou à terre. Car, c'est ce que vous venez de dire, sous le double effet du coronavirus et des sanctions économiques réinstallées et réimposées par les États-Unis depuis 2017, l'Iran des mollahs, écrivez-vous, pour la première fois de son histoire, a imploré l'aide du FMI, le Fonds monétaire international, et vous ajoutez une phrase décisive, la moindre étincelle peut enflammer une société au bord de la crise de nerfs. Alors, un genou à terre, la crise de nerfs, en fait, c'est d'après ce que vous venez de dire, mais il faudrait peut-être aller un peu plus loin, c'est disons la synergie négative entre les sanctions américaines, la crise économique, des révoltes sociales, plus le crash du Boeing ukrainien qui a aussi fait monter la tension, et évidemment le coronavirus, ça fait beaucoup à la fois. Est-ce que vous pensez que dans les mois qui viennent, la résilience traditionnelle de ce régime, qui en a vu des vertes et des pas mûres depuis plus de 40 ans, va pouvoir tenir le coup? Dans cet article, je fais référence à un événement qui date de 1978, un terrible tremblement de terre qui avait ravagé une partie de l'Iran, qui avait fait 25 000 morts. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, et qu'on retrouve en lisant les archives de l'époque, c'est que les gens qui étaient victimes du tremblement de terre disaient « maudit soit le chat ».
Et donc la haine du Shah était telle que même un événement dont il n'était absolument pas responsable, le tremblement de terre, lui était imputé. Et là, aujourd'hui, on a un peu partout en Iran, dans les manifestations qui ont eu lieu ces derniers mois, l'équivalent de maudit soit le Shah, c'est mort à Khamenei, mort au tyran, mort à celui qui incarne le régime islamique. Et quoi qu'il arrive aujourd'hui, on ne leur pardonnera rien. Et le coronavirus, comme je le dis, c'est un peu le Tchernobyl du régime islamique, c'est-à-dire c'est une sorte de goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui est symptomatique de l'incompétence, de l'incohérence du régime et aussi de l'absence de respect pour la vie humaine, puisqu'ils ont laissé se développer cette maladie et ils ont même caché pendant des semaines l'existence de cette maladie, et il a fallu des lanceurs d'alerte de l'intérieur du régime, c'est-à-dire des députés du régime, des gens, des partisans, même les plus conservateurs du régime, qui ont dit on nous cache la vérité. Et même l'équivalent du professeur Salomon en France, le directeur général de la santé, lui-même a demandé à plusieurs reprises qu'on dise la vérité sur les chiffres. Alors, quand vous disiez tout à l'heure, l'Iran est le deuxième pays le plus touché avec la Turquie, l'Iran est certainement l'un des pays, le pays le plus touché par le coronavirus, et sans doute devant les États-Unis. On annonce 40 000 morts pour les États-Unis, mais d'après les informations qui parviennent d'Iran, il n'y a pas 4 ou 5 000 morts, il y en a beaucoup plus. Et c'est plutôt en dizaines de milliers de morts qu'en milliers de morts que se comptent les victimes. Donc, c'est un Tchernobyl du régime, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors, est-ce que forcément cela va aboutir à une happy end, c'est-à-dire un renversement du régime et à l'avènement de la démocratie? Là, malheureusement, je serais beaucoup plus pessimiste et beaucoup plus sceptique, car ce type de régime, qui est un régime totalitaire, se défendra jusqu'au bout. Il y a aujourd'hui un désespoir plus qu'une révolte, et la situation même physique des gens qui sont malades, qui sont affaiblis par la maladie, par les difficultés à s'alimenter, à se soigner, à se nourrir, etc., les rend peu aptes à une révolte. Et surtout, il n'y a pas d'opposition structurée comme il peut y avoir face au Shah. Donc, ce qui est prévisible, c'est un désespoir, un désarroi, un dégoût par rapport au régime, des révoltes sporadiques. Est-ce que cela pourra déboucher sur un changement de régime positif, c'est-à-dire vers une démocratie? Ce n'est pas le plus probable, ou en tout cas, cela n'arrivera pas immédiatement. Il est possible qu'on ait plutôt un scénario à la syrienne, c'est-à-dire chaotique. le chaos, c'est-à-dire un régime qui s'effondre, un régime qui a des oppositions multiformes, mais qui réagit par la violence et qui se battra jusqu'au bout au prix de détruire une partie de sa population. Alors, dans votre passionnante étude, vous recensez un élément très important avec d'autres, c'est ce que vous citez comme l'incompétence et l'indifférence radicale à la vie humaine de la part de ce régime islamiste. On l'avait vu au moment de des répressions de toutes les manifestations économiques et sociales, avec beaucoup de cruauté. On tirait à la mitraillette sur les cortèges, mais aussi la sous-estimation des dégâts potentiels du coronavirus, à tel point que longtemps encore après que l'épidémie se soit répandue depuis la Chine, les autorités iraniennes recevaient toujours des pèlerins venant d'ailleurs de Wuhan, du cœur de la pandémie, des pèlerins musulmans chinois qui se sont rendus à Homs et qui ont continué à remplir des avions, et ça a eu un effet évidemment terrible au niveau de la pandémie. En plus, c'est un régime, comme vous le disiez, qui ment, il ment à toutes les sauces, et peut-être y aurait-il, je ne sais pas si vous partagez cette analyse, j'ai découvert un texte venu d'un expert américain de l'Iran qui a, lui, d'une certaine manière, interprété cette incompétence et cette indifférence, en fait, dans le cadre d'une vision un peu ontologique et apocalyptique d'une partie du clergé conservateur iranien qui n'est pas intervenu contre la pandémie, parce que dans les écrits apocalyptiques sur la fin des temps qu'on trouve chez les chiites, le 12e imam, le Mahdi, va se révéler dans une situation doublement apocalyptique. L'une de ces éléments, ce serait justement une pandémie, une épidémie terrible, et puis le second, c'est une guerre générale, etc. Donc il y aurait eu une sorte de passivité qui aurait été peut-être théologiquement fondée, d'après vous? Est-ce que c'est valable? Ça, ce sont des choses qui existent dans certains secteurs du clergé le plus archaïque en Iran, mais je ne pense pas que ce soit le facteur essentiel. Le facteur essentiel,
c'est que ce sont des gens qui sont au pouvoir, qui veulent garder le pouvoir. C'est un régime issu d'une révolution sanglante. Et quand on est issu d'une révolution sanglante, on a peur d'être balayé par une révolution sanglante. Et on sait que dans ce cas-là, on risque non seulement son pouvoir, non seulement ses biens matériels, mais aussi sa vie. Et donc, ils font tout pour garder le pouvoir. En même temps, ils sont dans une situation économique, ils sont étranglés. Ils sont étranglés par les sanctions américaines. Et concrètement, par rapport au coronavirus, ce qui explique les choses, c'est le lien particulier avec la Chine, puisque la Chine est restée l'un des derniers partenaires commerciaux de l'Iran. Et donc, il fallait à tout prix maintenir ces liens commerciaux avec l'Iran, avec la Chine. Et donc, si, comme dégâts collatéraux de ces liens commerciaux, eh bien, des hommes d'affaires chinois ou des pèlerins chinois apportés par, je l'explique dans l'article, des charters mis en place par les gardiens de la Révolution, si en dégâts collatéraux ils amenaient un virus, c'était un peu secondaire, car il faut absolument maintenir le pays à flot. Mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'aujourd'hui, le guide Khamenei, le président Rouhani et la plupart des dignitaires du régime, qui sont des gens âgés et qui sont des gens à risque, eux, sont totalement confinés dans leur palais et ne prennent pas le moindre risque pour leur vie, car ils connaissent la réalité du virus. Par contre, on dit à la population d'aller travailler, on lève les mesures de déconfinement et on fait prendre des risques à la population cyniquement, parce que autrement le pays s'effondrerait et on essaye de faire maintenir le pays à l'eau. Alors, la tête hors de l'eau. Alors après, la question de l'aide du FMI qui a été demandée par le régime islamique, ils ne l'auront pas. Le FMI ne leur accordera pas 5 milliards de dollars. C'est un recul terrible. Quand je dis qu'ils ont mis un genou à terre, ce régime n'a jamais demandé l'aide des organisations internationales qui sont liées pour eux à l'impérialisme américain, qui est le grand Satan. Et donc là, ça veut dire qu'ils sont dans une telle situation qu'ils ont imploré leur pire ennemi de venir les aider. Moi, je pense qu'il faut aider le peuple iranien, qu'il faut envoyer des missions humanitaires, il faut envoyer des médecins, il faut envoyer de l'aide, etc. Mais il ne faut pas donner de l'argent, car donner de l'argent, c'est donner un chèque en blanc qui n'ira pas aux malades, qui n'ira pas à la population, mais qui ira peut-être à l'achat d'armes pour le Hezbollah, pour continuer la guerre contre Israël. Alors, dans un magazine précédent qui était très antérieur à la crise de cette pandémie du coronavirus, nous notions avec Michel Gurfinkiel, dans une émission d'analyse géopolitique, que finalement la situation au Moyen-Orient était déjà sulfureuse du fait qu'il y avait deux puissances moyen-orientales en mal d'empire qui voulaient ressusciter, si ce n'est leur empire, en tout cas qui avaient des prétentions hégémoniques à l'échelle régionale, c'est-à-dire justement l'Iran, et aussi la Turquie. Or, il s'avère, c'est tout de même intéressant, en plus sur fond de retrait américain et de présence massive de la Russie, elle est aussi un troisième empire d'une certaine manière. Et donc, sans parler de la Chine. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter dans le cadre de cette pandémie qui a éclaté depuis que justement les deux pays les plus touchés au Moyen-Orient sont l'Iran et la Turquie, ce qui augure peut-être plus pour l'Iran peut-être que pour la Turquie, ce qui augure mal de l'avenir de ces régimes. Mais c'est tout de même intéressant de voir comment des régimes à velléité impériale, hégémonique, se moquent, comme vous venez de le signaler, se moquent complètement des dégâts qu'une telle pandémie peut occasionner dans les populations. Alors, vous savez, on n'en est qu'au tout début. On n'en est qu'au tout début de la crise du coronavirus dans certains pays, parce que si elle est jugulée en Israël, si elle commence à être jugulée en Europe et bientôt aux États-Unis, elle va se développer avec retard dans d'autres pays, notamment au Moyen-Orient, et on ne connaît pas encore les conséquences sanitaires, le nombre de victimes, le nombre de morts, etc. Mais surtout, on ne connaît pas encore les conséquences économiques sur ces pays et surtout les conséquences politiques. Mais on peut interpréter les choses de deux manières. Cela peut être une occasion pour négocier avec l'Iran, aller à la table de négociation et dire on met tout sur la table. Le pays est à genoux, eh bien, on va lever les sanctions et en échange, vous offrez des garanties sur l'arrêt du programme nucléaire. Ils ne songent pas pour l'instant à remettre en cause. Au contraire, ils le relancent même. Oui, mais ce que je dis est évidemment tentant, mais ce n'est pas très réaliste parce qu'il y a un vide de pouvoir aujourd'hui. Les États-Unis, qui étaient déjà en train de s'éclipser de la scène moyenne-orientale, vont être aux abonnés absents au moins
jusqu'en novembre prochain, puisque le président Trump, qui joue sa réélection, a beaucoup d'autres chats à fouetter que la question iranienne, et je dirais même la question israélo-palestinienne, mais ça c'est un autre sujet par rapport à l'annexion des implantations que le gouvernement israélien veut faire dans les prochaines semaines. Le président Trump a d'autres chats à fouetter que la scène internationale, car lui-même aujourd'hui a beaucoup de mal à gérer cette crise du coronavirus et la crise économique. Donc il y a un vide de puissance qui est aussi inquiétant, car je ne pense pas qu'il sera rempli ni par la Chine ni par la Russie, qui ont aussi des difficultés internes, et la Chine risque de payer cher d'ailleurs les conséquences de ces mensonges sur le coronavirus et aussi les conséquences économiques du fait que le monde entier s'aperçoit qu'on a été un peu trop dépendant de la Chine, donc, et d'un partenaire qui n'est pas fiable. Donc on va assister à des bouleversements extrêmement importants. Quelles seront les conséquences sur la situation iranienne? J'ai pu dans cet article soulever quelques problèmes, établir le décor, mais par contre pour la suite je ne prends pas de pari, car tout est tellement incertain aujourd'hui. Ah oui, ne serait-ce que le fait, nous vivons des temps tellement incertains, le prix du pétrole qui est passé en dessous de zéro aux États-Unis, c'est une situation… C'est la principale ressource. Je sais, c'est une situation surréaliste. Alors finalement, merci Michel. La conclusion, c'est qu'on est en pleine incertitude, en pleine confusion, avec des tas de points d'interrogation. D'ailleurs, c'est pourquoi vous aviez titré cet article passionnant avec une interrogation. Est-ce le compte à rebours? Et je crois qu'on est dans cette situation d'impasse et d'incertitude pour de nombreuses semaines. En tout cas, merci d'être intervenu sur le studio Qualita et on vous souhaite la meilleure santé qui soit et aussi on se réserve la possibilité en fonction des développements de revenir vers vous pour d'autres éclairages. Merci et bonne santé à tout le monde. Shalom, à bientôt.